Bonjour à toutes et à tous, je suis Benjamin Glusso et je suis ravi de vous retrouver pour revenir sur l'évolution des marchés sur le dernier trimestre et surtout sur les choix et les orientations que nous avons privilégiés pour le fonds Ports-en-Par Opportunité ISR. C'est un fonds qui permet de vous exposer aux actions européennes de toute capitalisation. Depuis 2021, l'ajout de la dénomination ISR signifie que le fonds est devenu ISR au sens de la catégorie 1 de l'AMF et de l'article 8 SFDR, et le fonds a également obtenu sa labellisation ISR depuis février 2023. Cela implique que la gestion ESG devient un élément central du processus de gestion et que le fonds surperforme significativement son univers de référence sur des critères extra-financiers. Nous privilégions une allocation concentrée sur une sélection de 30 à 40 entreprises avec un biais sur les grandes capitalisations. Le process de gestion repose sur 3 piliers fondamentaux. Une approche quantitative basée sur le momentum des cours de bourse et les apports de la finance comportementale. Notre objectif est de mieux appréhender les dynamiques de long terme qui animent les marchés financiers afin d'adapter la structure de notre portefeuille. En parallèle, nous réalisons une analyse financière et extra-financière des entreprises, ce qui implique des rencontres régulières avec les dirigeants d'entreprises. Les craintes sur la fragilité du système bancaire nées de la mise en liquidation de plusieurs banques régionales aux États-Unis et du rachat en urgence de Crédit Suisse par UBS ont finalement été rapidement effacées par les marchés financiers. Au cours de ce second semestre, nous avons assisté à un retour aux affaires courantes, macroéconomie, inflation et politique monétaire. Ce triptyque alimente la dynamique des marchés financiers depuis plusieurs trimestres et je serais tenté de dire que ce trimestre n'apporte rien de nouveau. Du côté macroéconomique, la dégradation des indicateurs avancés se poursuit. Les PMI manufacturiers des grandes zones économiques continuent de se détériorer et affichent des niveaux bien inférieurs à 50, signe d'une récession à venir. Les PMI des services se tiennent mieux et permettent à ce stade d'éviter cette récession. De manière globale, la consommation des ménages continue de soutenir la croissance des pays de l'OCDE grâce à l'excès d'épargne accumulé durant la période Covid. En résumé, le ralentissement de l'économie mondiale se confirme. Sur le front de l'inflation, nous continuons de constater un ralentissement marqué et il est désormais acquis que le pic d'inflation est désormais derrière nous pour l'ensemble des zones économiques. De l'autre côté de l'Atlantique, le taux s'inscrit à 4% en glissement annuel contre 5,6% en Europe, qui semble avoir un retard d'environ un trimestre sur sa lutte contre l'inflation. Le seul bémol vient de l'inflation core, c'est-à-dire retraiter des éléments les plus volatiles, tels l'énergie et les prix alimentaires. La décrue est moins impressionnante, notamment en raison des prix de l'immobilier aux États-Unis et des hausses de salaire dans l'ensemble des zones. Dans ce contexte, les banques centrales maintiennent un discours clairement hawkish. Si la Fed a décidé de marquer une pause en juin dans son cycle de remontée des taux, Jérôme Powell a démontré une grande fermeté lors de ses dernières interventions. Il estime que l'impact des hausses de taux ne s'est pas encore pleinement diffusé dans l'économie et que le chemin est encore long pour envisager un retour à une inflation autour de 2%. Désormais, les marchés anticipent de nouvelles hausses de taux d'ici la fin de l'année. Le discours est exactement le même pour Christine Lagarde. Cependant, la BCE ne marque pas de pause dans son resserrement monétaire puisqu'elle semble en retard dans son objectif de lutte contre l'inflation. En résumé, les économies des pays occidentaux résistent plutôt bien au resserrement monétaire. Les craintes de récession demeurent mais sont une nouvelle fois décalées dans le temps. Son ampleur devait être limitée et les plus optimistes envisagent encore un atterrissage en douceur de l'économie. En termes de performance, Ports-en-Par Opportunité ISR fait quasiment jeu égal avec son benchmark, l'Eurostoxx 50. Il progresse de 2,31% contre 2,65% pour son indice de référence. Parmi les performances notables, Amadeus Group, leader mondial des systèmes de réservation de voyage, profite de la multiplication des messages positifs de la part des compagnies aériennes qui font état d'une accélération de la demande pour la période estivale. De plus, la hausse des prix généralisés dans le secteur de l'hôtellerie permet au groupe d'accroître son revenu moyen par réservation. Malgré les hausses de prix imposées, Amadeus a été en mesure d'accroître ses parts de marché. L'ensemble de ces éléments explique la progression de 18,36% sur le trimestre. Dans un secteur différent, Edenred continue de dérouler son plan stratégique. Le leader mondial des solutions de paiement pour les avantages aux salariés et la mobilité professionnelle profite d'un marché en croissance structurelle. Le management se montre confiant dans sa capacité à atteindre une croissance d'EBITDA supérieure à 12% cette année. Par ailleurs, le groupe a réalisé une acquisition importante avec l'achat de Reward Gateway, leader dans l'engagement des salariés.
Le groupe renforce ainsi sa présence au Royaume-Uni et en Australie et devrait permettre à Reward Gateway de fortement accroître son marché adressable en France et en Allemagne. Il nous semble que ce type d'acquisition devrait permettre à Edenred d'atteindre en avance ses objectifs de son plan stratégique 2025. Autre important contributeur, Airbus. Le leader européen du secteur de l'aéronautique, du spatial et de la défense a profité de la franche amélioration de sa chaîne d'approvisionnement. En effet, les tensions chez les fournisseurs, notamment en matière de recrutement et de moteurs, semblent s'être réduites. Ainsi, le groupe a pour la première fois un rythme de production en ligne avec ses objectifs de livraison moyen terme. De plus, le Salon du Bourget a été l'occasion de renouer avec une forte dynamique des prises de commandes, portée par la nécessaire modernisation de la flotte actuelle, en favorisant des motorisations plus économes. Ces éléments nous sont de nature à renforcer l'idée que les objectifs de livraison et de génération de trésorerie seront atteints. Du côté des détracteurs à la performance, nous pouvons évoquer le cas de Deutsche Telekom. Le titre a baissé de 13,7% lorsque nous l'avons vendu au cours du trimestre. Le parcours boursier a été pénalisé par des rumeurs récurrentes quant à la volonté d'Amazon de pénétrer le marché américain en s'associant avec un opérateur existant, potentiellement Dish, qui fait face à des besoins de financement afin de poursuivre le développement de son réseau. L'objectif serait de proposer des forfaits de téléphonie inclus dans l'offre Prime. Cela relancerait clairement une période de forte pression concurrentielle et notre cas d'investissement reposait principalement sur la capacité de croissance et de génération de trésorerie par T-Mobile USR, ce qui devait faciliter le désendettement de Deutsche Telekom. Face à cette menace, certes hypothétique mais potentiellement importante, nous avons préféré neutraliser ce risque exogène et avons par conséquent coupé la position. De son côté, Alstom a une nouvelle fois inquiété les investisseurs en communiquant sur un possible retard dans la mise en œuvre des contrats hérités de Bombardier. Ces contrats sont problématiques car peu margés, voire margés négativement. Une telle nouvelle a donc fait craindre une faible génération de trésorerie, ce qui s'avère toujours compliqué à gérer pour un groupe fortement endetté. Il n'en fallait pas plus pour que les craintes d'une éventuelle augmentation de capital ressurgissent. Ce risque a finalement été écarté lors de l'annonce des publications de résultats faites dans le courant du mois de mai, mais nous avons choisi de vendre notre position. Nous estimons toujours que le groupe peut bénéficier des fortes tendances structurelles dans le ferroviaire et que sa position de leader doit lui permettre de sortir par le haut de cette phase de transition. Cependant, la communication financière nous apparaît trop incertaine pour accepter un tel niveau de risque. En ce qui concerne les achats, nous avons choisi d'investir dans Munters Group, un acteur suédois spécialisé dans le traitement de l'air et la climatisation à haut rendement. Le groupe profite de tendances structurelles fortes telles que le développement des data centers, fort consommateur de systèmes de refroidissement, et le secteur des batteries électriques, notamment à destination de l'industrie automobile. Cette dernière activité nécessite un niveau d'humidité maîtrisé. Enfin, les équipements et les services à destination de l'agriculture devraient faire l'objet d'une revue stratégique pouvant potentiellement amener à une cession partielle. Le groupe est porté par la forte croissance des premières activités citées et devrait être en mesure d'atteindre son objectif de marge fixé à 14%. Enfin, nous avons également acheté Publicis. Le groupe de communication profite désormais pleinement des acquisitions de Sapient et Epsilon réalisées en 2014 et 2015. Elles avaient été à l'origine de nombreux doutes pour les investisseurs. Il s'avère que ce sont désormais des actifs déterminants dans la surperformance récurrente du groupe face aux concurrents tels que WPP et Omnicom. Nous estimons que Publicis a désormais une avance significative dans la transformation digitale et que par conséquent, la valorisation actuelle ne reflète pas ce statut de leader. Pour conclure, une nouvelle fois, les entreprises ont globalement publié des résultats de bonne facture et au-dessus des attentes du consensus. En revanche, le contexte géopolitique et surtout macroéconomique limite la visibilité. De nombreuses sociétés font état d'un attentisme grandissant de la part des donneurs d'ordre. Dans ce contexte, nous continuons de privilégier une allocation plutôt équilibrée et nous favorisons les entreprises peu endettées qui profitent de tendances structurelles importantes comme la transformation digitale, l'électrification et ce afin de limiter la volatilité des résultats. Je vous remercie de votre écoute. Les équipes commerciales et de gestion se tiennent à votre disposition pour vous apporter les compléments d'information que vous jugerez nécessaires. À très bientôt. Ce podcast réalisé par Ports en Part Gestion est à destination d'une clientèle professionnelle. Il a été enregistré uniquement à titre d'information et ne constitue donc pas une incitation à investir ni un document contractuel. Les opinions émises dans ce podcast reflètent un jugement au jour de son enregistrement et sont donc susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les données chiffrées utilisées par Ports en Part Gestion proviennent de sources qu'elle estime fiables.
Toutefois, Ports en Part Gestion ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.portsenpartgestion.fr. Merci